Donc, Arsène Poitier, rapidement, est-ce que vous partagez la satisfaction de M. Enfa sur cette nouvelle équipe qui va désormais gérer les affaires au Congo? Non, je ne suis pas satisfait. Enfin, je respecte. Non, oui. Je respecte son choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun. Non, c'est-à-dire que son choix s'en satisfait. Il peut être heureux, ça c'est normal. Aujourd'hui, l'idée que nous partageons ensemble, au-delà de nos convictions ou encore des positions des uns des autres, c'est tout simplement la vision que nous avons peut-être du Congo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit lui, que ce soit tout Congolais, nous avons chacun de nous une idée du bien. La différence est que ce bien, cette notion du bien, doit avoir ce qu'on appelle une définition, soit platonique, soit socratique. Moi, je suis celui qui a une définition du bien du plan socratique. C'est-à-dire que je vois l'action du président de la République, son gouvernement, et en même temps derrière le besoin. C'est-à-dire que ce gouvernement a pour objet, devait avoir pour objet, de répondre aux besoins d'une population. Moi, c'est ce que je vois. Donc, en fait, de l'autre côté, je continue à voir que de ce gouvernement et de ce chef d'État, nous avons toujours ce même peuple-là qui crie, qui pleure et qui est dans la misère. Le gouvernement donc, pas encore en action. Non, je parle de... Non, je parle de là. Non, après je reviens. Non, ceci dit... Ah, ben bien sûr. Trop loin parce qu'en fait, quand on parle de la jeunesse ici, ce n'est pas dans le passage des postes ministériels. Je reviens un peu de là. Ce n'est pas dans le passage des postes ministériels, mais c'est dans l'action du gouvernement. Ceci dit... Qu'est-ce qu'il veut apporter? Ceci dit... Donc, c'est ça qu'on doit... Nous sommes là. Vous êtes là. Combien de jeunes pour combien de postes ministériels? Mais si enfin, ne vous bousculez pas comme un diable dans un bénitier. C'est-à-dire que la question aujourd'hui, la question aujourd'hui, c'est que donc nous sommes aussi d'accord. Maintenant, après, c'est la notion de la nouveauté, qui est la place réservée à cette jeunesse que vous refusez de voir aussi bien que vous, moi, qu'à autant d'autres Congolais qui constateront que ça, ce n'est pas un choix d'une jeunesse de rupture et d'un gouvernement de combat et d'objectivité, mais plutôt beaucoup plus. Là, on est là sur un partage des gâteaux notoire. C'est-à-dire qu'on a dit ceux qui sont allés, ce que vous avez dit vous, dans votre notion, avec conviction, mais moi je dirais beaucoup plus avec fanatisme. C'est-à-dire, après, ça ne... Makosso, si vous permettez, moi je voudrais juste ajouter un truc, parce que je pense que vous parlez là de la rupture, de la jeunesse, des nouveautés. C'est ce que nous avons dit durant toute la campagne, alors. Alors, donc, c'est qui est bien. Parce que déjà, quand on parle de la rupture, je l'ai dit tout à l'heure, quand j'étais en conversation avec M. Passy, j'ai dit, ça dépend du sens que nous donnons au mot rupture, comme l'a rappelé M. Enfa. Alors, la rupture ne veut pas dire faire sortir tout le monde et remplacer tout ce monde-là par une nouvelle équipe. Je ne l'entends pas. La rupture que le président Sassou lui-même, il a ciblé, qu'est-ce qu'il fallait vraiment arrêter avec. Tout ça, le discours du président lors de son investiture a été vraiment clair et compris par tous les Congolais. Donc, quand on dit rupture, ça dit que c'est par rapport aux pratiques, aux méthodes que le Congolais était habitué à... Aux mentalités, je dirais, négatives. Oui. Alors, est-ce que ces gens-là... Mais non, quand on parle de la jeunesse, parce que là, c'était d'abord la rupture. Donc, la rupture dans la mauvaise façon de faire. Ça dit que cette mauvaise façon-là, on doit arrêter avec. Ça, c'est la rupture. On parle de la jeunesse. Oui. Moi, je pense que aujourd'hui, s'il y a encore des vieux, entre guillemets, parce que moi, on peut le dire. Voilà, mais parce que quand, voilà, non, il n'y a que peut-être 3 personnes, ceux qui sont vieux dans ce gouvernement. Je pourrais citer Madame Mungani, Monsieur Djombo et Monsieur Pierre Oba. Voilà. Et vous savez très bien qu'en politique, Monsieur Makosso... Silou n'est pas aussi jeune que ça. Oui, désolé, j'ai oublié Monsieur Silou aussi. Non, mais c'est pas parce que quelqu'un, les Mboulous, ils n'ont pas encore atteint les 70 ans. Ça, tout le monde, nous le savons. Alors, aujourd'hui, ne me dites pas que non, à 70 ans, on n'arrive plus à réfléchir. Ne me dites pas qu'à 70 ans, on ne peut plus travailler. Non, mais le problème ici, la jeunesse ici, faut pas le prendre en termes d'âge. La jeunesse ici, il faut aussi le prendre en termes d'idées. C'est ça aussi. Comme nouvelles idées. Mais voilà. Mais parce que quand on parle de la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, il nous a fallu quand même quelques classiques pour conduire cette jeunesse-là. Tout à l'heure, vous, comme Monsieur Passy, vous avez décrié le fait que quelques jeunes que le président a mis dans le gouvernement seraient peut-être en manque d'expérience. Ça, c'est vous. Je préfère le mettre au conditionnel. Non, c'était une question. Voilà. Je n'ai point décrit, tout comme j'en ai d'autres, beaucoup d'autres encore. Alors, si vous permettez. Les réponses, on va apporter des réponses. On va avancer. C'est comment ça s'appelle là, ces jeunes-là,
ont besoin de l'encadrement. On ne pouvait pas sortir tout le monde. Et il y a aussi la question de confiance. Regardez. Pardon, je voudrais nommément, cher monsieur, je voudrais nommément vous prendre au mot. Allez-y. On va pas faire un festival de la sémantique. Vous avez parlé, vous, monsieur Enfin, vous avez fait état de l'expérience, y compris la conviction. Alors, je ne sais pas dans tout cela quel est votre choix. Est-ce que c'est la conviction? La conviction, je dirais, je m'empresserais même à répondre à votre place. Je dirais oui, parce que ça se voit dans l'actuel gouvernement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a passé un peu la pommade en voulant faire quoi? Bon, écoutez, on va constituer une nouvelle, configuration de la pensée, ou même de l'action politique au Congo. Mais excusez-moi, lorsque je vois les nouveaux entrants, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait une ou un qui n'a pas battu campagne plus que, je veux dire, moins que d'autres. Au contraire, c'était des ténors, c'était des venteurs. Donc, moi, je pense qu'il y a c'était plutôt une question de conviction. Hein. Quant à l'expérience, ça reste encore un grand flou. La question. Bien. Alors, à vous maintenant, pour en terminer, puisque j'avais dit que j'avais pour chacun un propos, une observation tout au moins. Alors, vous avez parlé de rupture tout à l'heure, mais la rupture, c'est pas un slogan, c'est pas, non, je sais pas, une définition creuse comme ça. Mais la rupture, je pense, en tout cas de façon la plus objective et pragmatique qui soit, on ne peut pas faire de la rupture sans pour autant que l'on ait sanctionné. Je veux dire, les brebis galeuses, si je puis dire, ou bien ceux qui étaient abonnés aux antivaleurs, à tout ce qui n'était pas bon pour que cette rupture-là soit, on va dire, un leitmotiv, quoi. Oui. Voilà. Mais monsieur, moi je pense que là vous avez tort, parce que la sanction, lorsqu'elle émane du président de la République, c'est pas mettre des gens en prison. C'est de les relever de là. C'est ce qui a été fait. Alors, donc, si la sanction, donc la sanction, mais oui, mais la sanction sur le plan, si le mal peut être viral et contagieux. Le mal peut être viral et contagieux. Non, mais le président, il sanctionne en relevant. Votre avis, c'est pas parce qu'on a. C'est votre choix, monsieur Enfin. Vous êtes libre. Ce n'est pas parce qu'on a mis quelqu'un de côté qu'on identifie de quelqu'un qui a mal travaillé. Non, j'ai voulu. Non. En tout cas, vous n'avez pas compris. On attendait mieux. Personnellement, j'attendais mieux. Quand le monsieur a parlé en termes de sanctions, je dis, le président de la République n'est pas la justice. Lui, quand il constate que les personnes qu'il a nommées ne travaillent pas ou qui ne sont plus en mesure de continuer ce travail-là, il les relève. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, si vous refusez que non, on les a pas enlevés de là parce que pour des raisons que vous pensez, mais vous êtes libre. C'est ça aussi le président de la liberté. Le président de la liberté, messieurs, voilà, c'est ce qui est important. Je vois que tout le monde a repris plus ou moins ses esprits. On va essayer d'avancer. Arsène Poitiers. Arsène Poitiers qui amène. Arsène Poitiers, je vais commencer par vous déjà. Quels sont les défis à relever en fait pour ce gouvernement? Quelles vont être les priorités? Souvent ici on parle des 100 premiers jours. Alors chez nous c'est peut-être pour prendre les 90 premiers jours ou peut-être les 300 premiers jours parce que le temps que les gens soient rodés, bon, il y a déjà les plus anciens qui sont là depuis les années 70, donc ils sont déjà rodés. Mais enfin, qu'est-ce qu'on peut attendre et quelles vont être les priorités ou les défis de ce gouvernement? Arsène Poitiers. Sire, nous avons tous suivi cette campagne électorale et beaucoup plus les attentes du peuple congolais. D'abord, cette jeunesse, la notion du chômage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut tout dire, le défi déjà aujourd'hui à relever, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait trouver les mécanismes pour arriver, ce qu'on appelle au moins à réduire, à faire descendre un peu la courbe du chômage. On n'a pas des stats officiels. Oui, mais c'est là où c'est mon deuxième point. Et c'est là où je vais démontrer. Tout avec Paris. Non. Attendez. Non. Oui, allez-y. La question, ce n'est pas de confondre. La question, c'est que nous avons un gouvernement qui est là, qui a pour mission d'être au service. C'est-à-dire que la notion, c'est quoi? Il y a des données d'entrée. Les données d'entrée, ce sont des besoins, des attentes du peuple. Ils ne sont pas là pour satisfaire. Ils sont là d'être au service. Oui. Or, quelle est la première occupation des Congolais? 3 points. 1, l'emploi. 2, la santé. 4, l'éducation. 3, l'éducation. Oui. Qu'est-ce qu'on constate? Je vais prendre ici, et vous et moi, vous avez déjà fait un constat? S'il vous plaît. Le gouvernement n'a même pas encore. S'il vous plaît. Non, je vous parle. Nous avons le même président. S'il vous plaît. Nous avons le même président. Moi, le gouvernement, j'ai pas besoin. Parce que s'il vous plaît. Le gouvernement, je n'ai pas besoin. Pourquoi? Mais parce que le mandat, si, s'assoit en tant que président, ça veut dire que entre les ministres partagent le pouvoir du chef de l'État. Mais celui qui est garant du pouvoir du peuple, c'est le président de la République.
Ce même président de la République, nous l'avons là depuis 1900, on va prendre 97. Nous sommes sur l'actuel gouvernement. Mais s'il vous plaît, je parle de 97. Non, on va pas vous laisser dire ça. Attendez, c'est pas facile. Maintenant, je termine. Autant pour moi. Attendez, monsieur Poitiers, mais laissez-moi terminer. Non, mais parce que vous dites des choses qui n'ont aucune base. Regardez, on dit que le Premier ministre est responsable de la politique de la nation, économique et sociale de la nation. Mais il est responsable. Ça veut dire que si aujourd'hui il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en matière économique et sociale, c'est pas le président. Ah non, c'est pas le Premier ministre. Ah non, s'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît. C'est pas ce que le président, s'il vous plaît. Je dis autre chose. S'il vous plaît. Est-ce que lui parle en termes de la responsabilité? Mais bien sûr, c'est la responsabilité. S'il vous plaît. Le Premier ministre, s'il vous plaît. Moi, ce que je voudrais, ce sont les enjeux. Oui, mais Messire, après, Messire, avant que, mais je suis là. Mais il faut que je vous rappelle aussi, que je rappelle aujourd'hui que le Premier ministre, il conduit, c'est-à-dire que la mise en place du programme du président élu. Oui, on est bien d'accord. Il est responsable. S'il vous plaît. Donc moi, demain matin, quand le président de la République va me demander dans 5 ans un suffrage, on va le juger par rapport à quoi? Pas par rapport à son Premier ministre. Par rapport à l'atteinte des objectifs qui lui ont été assignés lors de sa campagne électorale. Donc ça veut dire que la responsabilité qui est la mienne, qui n'est pas de sanctionner le Premier ministre, puisque c'est le président de la République défait et fait le Premier ministre. Oui. Donc ça veut dire que le pouvoir qui est moi en tant que peuple congolais, je le donne au président de la République. Oui. Donc là, si on est d'accord, donc je peux continuer mon truc, mon argumentation. Donc l'argumentation était sur 3 points. Donc j'étais sur 3 points. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous parlons des attentes. Les attentes des Congolais, c'est d'abord l'éducation, l'emploi et la santé. Qu'est-ce qu'on constate? Sur l'emploi, juste une petite seconde, ça pourrait aider parce qu'on a parlé de statistiques ici. Maintenant, oui, parce que tout à l'heure, on m'a relevé qu'on confond entre l'Europe et... on confond Paris et Brazza. Voilà. Dans le nouveau gouvernement, il y a quand même des intitulés qui laissent à désirer et qui va confondre, mais sont pas. Il y a déjà quand même un ministre de l'emploi qui est chargé de l'emploi dans les appellations. Donc ça veut dire que quand on dit ça, il faudra que nous soyons quand même capables d'avoir de mettre en place ce qu'on appelle un tableau de bord, des mécanismes, des statistiques qui permettront de dire au Congo aujourd'hui, nous avons tant de chômeurs et voilà ce que nous voulons attendre. Vous me parlez des statistiques. Monsieur, nous avons suivi avec Zena TV ici la COP21. Dans le contrat déterminé du Congo, il a été mentionné cette notion. C'est-à-dire que le Congo a produit au monde des statistiques qui disaient que si on ne fait rien, nous avons 1 million de chômeurs, il y aura tant. Sur quelle base? Donc ça veut dire que vous êtes en train de vous contredire qu'au jour d'aujourd'hui, le Congo n'a pas de statistiques. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, le Congo est en train d'avancer, est en train de vendre du vent. Donc aujourd'hui, il faut commencer d'abord par faire des bases. Ça veut dire définir, mettre en place un système, une administration et des statistiques dignes de contrôle, de suivi. S'il vous plaît, ce qui nous permettra, dans 5 ans, de dire, nous avons un ministère de l'emploi, nous avons dit que nous avons travaillé sur l'emploi, voilà où nous sommes ensemble. Aujourd'hui, dans 3 mois, dans 6 mois, nous serons incapables de dire il y a baisse de chômage, oui ou non. Quand le président dit la création d'entreprises, oui, le président a créé des entreprises, ou encore il a créé d'emplois. Comment pouvions-nous ni les quantifier, ni les qualifier? Alors, Arsène Poitiers, on a bien compris. Monsieur, enfin, une aide de meilleur mot. Déjà, sur les défis. Moi, ce que je voudrais, est-ce que vous êtes d'accord avec les défis? Non, moi les défis, j'ai classé en 2 catégories. Il faudrait d'abord penser l'économie et penser le social aussi. Parce que moi, je pense que quand je dis économie, donc il faut penser à créer des structures capables de fournir aux chômeurs des emplois. Le nerf du développement, l'économie. Voilà. Et puis, à partir de là, si l'économie fonctionne très bien et que les structures, je dirais, sociales et autres sont mises en place, et je pense que c'est d'abord la priorité des Congolais, l'économie qui va produire un peu de l'emploi, parce que ce qui dit économie, c'est relatif à l'emploi, et comme on appelle le social, donc il y a la santé, il y a l'éducation, et je pense que en ce qui concerne la santé, les hôpitaux sont en construction, ça nous le savons, les écoles sont là, les gens sont en formation, et là aujourd'hui on nous parle encore d'une action qui sera vraiment mise sur la formation qualifiante, parce qu'avant nous savions très bien que non, la plupart des Congolais ont été formés sur des bases, je dirais, vraiment qui datent de loin. Donc il faudrait repenser la formation qu'on doit donner à nos compatriotes. Voilà ce que je pourrais dire. Donc les défis, c'est quoi?
revoir le côté social et renforcer l'économie afin que nos compatriotes puissent se retrouver dans une situation qui sera quand même acceptable. Oui, enfin. Économiquement, le temps de l'embellie financière est bien loin. Il est derrière nous. Je serais tenté de dire que nous sommes déficitaires économiquement. Je n'en suis pas spécialiste, mais j'ai des bonnes sources pour l'affirmer. Cela étant, il y a 10-15 ans de cela, nous étions vraiment dans les prix de barils de pétrole record à 100 euros par exemple, à 100%. Mais au jour d'aujourd'hui, le baril à 30 avec une chute considérable, 35%. Mais je ne suis pas sûr, excusez-moi, ce pessimisme peut être ambiant, mais qui est quand même conforté par les statistiques au niveau mondial. Il y a des pays qui ne produisent pas le pétrole. Oui. Comment font ces pays-là pour survivre aujourd'hui là? Bien. Alors les pays qui ne produisent pas, un exemple, l'Arabie Saoudite, qui est un des grands pays pétroliers. Les pays qui ne produisent pas le pétrole, mais qui se trouvent en position de demande. Quand je parle de l'économie, donc aujourd'hui au Congo, on parle de la diversification de l'économie. Donc il faudrait maintenant chercher des moyens pour diversifier l'économie du Congo. Il ne faut pas que l'économie du Congo soit toujours comme base le pétrole ou comment. Il faut changer des méthodes. Naturellement. Ça fait partie des défis que ce gouvernement-là doit relever. Oui, d'accord. Voilà. Aujourd'hui, moi je suis même très content qu'aujourd'hui on nous parle même de l'économie numérique. C'est qui, auparavant, quand on parlait de l'économie numérique au Congo, personne ne mais le PNB, le produit national brut. Comment on appelle des Congolais qui sont ici à l'étranger. J'ai étudié avec d'autres qui peuvent nous créer de l'emploi à travers dans ce domaine-là, dans le domaine de l'économie numérique. Donc si le gouvernement là peut exploiter ce domaine, je pense que la question de l'économie, de la diversification. Je pense que ça doit être une chimère au Congo parce que cette fameuse fibre optique promise qui existe pour les entreprises, mais aujourd'hui, si vous voulez que les gens puissent créer de la valeur, il faut qu'on puisse libéraliser en fait l'accès qui est essentiellement sur le net. Or aujourd'hui, c'est quand même un vrai problème pour les Congolais, puisqu'il est difficile de créer de la valeur, sinon pour les grosses boîtes et pas pour le Congolais lambda. Ce que je voulais dire, monsieur Onfa, rapidement, déjà pour vous, les défis, puisqu'on a entendu l'économie devait être un défi, une priorité pour ce nouveau gouvernement. Vous en diriez quoi, vous, aujourd'hui, en voyant, est-ce que vous partagez ce qu'a dit Arsène Poitiers? Non, mais nous, on a survolé la question de monsieur Poitiers sur la jeunesse. C'est pour cela qu'on est avec vous. Voilà, la priorité pour vous, c'est la jeunesse. Voilà, c'est d'abord la jeunesse. Le défi à relever, c'est le chômage. Malheureusement, on ne peut pas s'accorder sur la définition du chômage. D'abord, au Congo, il y a combien de chômeurs? Qu'est-ce qu'un chômeur? Un chômeur, c'est celui qui a été dans une école de formation professionnelle, qui est sanctionné par un diplôme. Écoutez d'abord, c'est comme ça qu'on a dit. Non, monsieur Arsène, vous n'allez pas être là pour apporter la contradiction qui n'a pas. Allez-y. Le chômeur, c'est celui-là. Vous avez étudié dans un domaine. Un enseignant, par exemple, qui a fini ses études dans le cadre de l'enseignement, il est chômeur. Parce que après sa formation, c'est sanctionné par les diplômes. Attendez d'abord. C'est discriminatoire Écoutez d'abord. Parce que pour vous, un Congolais qui n'a pas étudié n'a pas droit à un emploi. Ce critérium sur le chômage. Vous interprétez très mal. Voilà, donc soyez précis. Soyez précis. Vous ne voulez pas laisser le chômage. Non, mais soyez précis. Sa définition de chômage n'est pas. Vous n'allez pas apprendre aux autres de parler comme vous. Non, c'est votre définition. On n'est pas d'accord sur Moi, je parle, laissez-moi ma liberté de parler. Allez-y, vous avez la parole. Donc, j'ai dit, en termes de chômage, vous allez demander aux économistes, vous qui le chômeur, c'est celui qui a étudié dans une profession et donné, il est sorti dans une école formé. Le chômage au Congo. Écoutez d'abord, moi je parle. Parce que là, il faut retomber dans cette même situation. Je ne remets pas en cause qu'il n'y ait pas de chômeurs au Congo. Il y a des jeunes qui ont étudié, qui aujourd'hui sont en attente d'emploi. Mais à leur place, par exemple les jeunes universitaires qui ont fini, qui ont le bac, qui ont la licence, et à leur place, on prend d'autres qui, je ne sais pas si c'est par faciès qu'on recrute les gens à la fonction publique. Je veux venir pour dire combien, parce que quand vous parlez des statistiques, il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'il y a un chômeur au Congo, avant de parler des statistiques. Maintenant, je ne remets pas en cause qu'il n'y ait pas de gens qui cherchent l'emploi. Oui. Bon, maintenant, vulgairement au Congo-Brazzaville, tout le monde qui a étudié, qui a un bac, qui a une licence, c'est un chômeur. Je n'ai pas dit non. C'est pour cela que le président parle de la création des emplois. Et en ce moment précis, il y a ce qu'on appelle une inadéquation entre la formation et l'emploi, puisque les études que nous avons, les écoles que nous avons au Congo-Brazzaville n'offrent pas directement
l'emploi à la sortie de ces écoles-là. Donc il faut créer des écoles qui nous donnent droit aux filières, les filières de formation qui peuvent être adéquates avec les structures, puisque là aujourd'hui on parle de 13 015 usines qui sont quelque part alors donc qui sont en création, mais ces usines n'auront pas de preneurs. Alors on a bien compris, parce qu'il n'y a pas de formation. Bien compris, monsieur. Naturellement. Vous êtes assez optimiste, je trouve, mais pourtant le contexte international est quand même assez morose. La conjoncture ferait-elle... Je veux juste comprendre, Arsène Poitiers, quelle est la marge en fait de ce gouvernement aujourd'hui quand on prend en compte le contexte économique mondial et particulièrement celui du Congo aujourd'hui avec cette baisse des recettes pétrolières. On parle de diversification, c'est une chose, mais la diversification ne se décrète pas, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut un temps quand même assez long. Est-ce qu'aujourd'hui ce gouvernement a une vraie marge pour arriver à mettre en place ces politiques? Je vais faire court. Diversification, il faudrait tout de même budgétiser, donc il faut financer cela. On n'en est pas encore là. Lorsque j'ai parlé tout à l'heure du pétrole, effectivement, mais ça n'est pas aujourd'hui. Quand on doit se rappeler que le pétrole, outre le fait que cela constitue quand même 70% du produit national brut, mais on ne doit pas, ad vitam aeternam, compter que sur le pétrole. Nous l'avons bien compris il y a bien longtemps, même si certains font un peu la sourde d'oreille pour ne pas, par manque de volonté politique, il faut dire les choses telles qu'elles sont, pour ne pas véritablement mettre les moyens de diversification. Quand je dis cela, maintenant pour parler de diversification, mais lorsque la chute du baril de pétrole, je l'ai dit tout à l'heure, à 35%, ça ne nous fait pas avancer. Le contexte, donc la conjoncture, le contexte de mondial, morosité. Donc, où va-t-on aller chercher cet argent-là pour effectivement diversifier, quitte à l'agriculture? D'abord, il y a les fondamentaux, la santé, l'éducation et compagnie. Tout à l'heure, ça m'a fait sursauter, mais on reviendra pas encore là-dessus parce que ça risque de tirer en longueur. Lorsque on parle le critérium qu'a désigné Monsieur Enfant pour sur le chômage, il est un peu spécifique à lui, parce que je n'ai jamais partagé cette définition donnée par la communauté internationale. Je n'ai jamais partagé parce que ça varie d'un pays à un autre. Donc, Arsène Poitiers, rapidement, au niveau du contexte international, où est-ce qu'on va trouver en fait ces ressources pour mener toutes ces politiques? Vous avez parlé du chômage, c'est bien, mais enfin. Où est-ce qu'on va trouver ces ressources pour aider en fait à favoriser ces politiques en faveur? Moi, je n'aurais pas une attitude prophétique, mais je prends aussi ici donc dans les archives de Jeanne TV dans 5 ans, si on reviendra sur cette parole, ce que je vais dire, tout simplement le gouvernement a trouvé déjà une raison pour nous dire dans 5 ans pourquoi il n'a pas pu réaliser le programme du président de la République 2016 et 2021. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, depuis longtemps, le Congolais et le politique congolais, même les économistes congolais, s'asseyent toujours sur les revenus pétroliers. On s'assoit que ça. Ce qui fait le Congo n'est pas que le pétrole. Or, toute nos forces, toute l'énergie de la pensée pensante même, de l'action ou encore du vivre ensemble, n'est que on ne mange que du pétrole, on ne vit que par le pétrole. Or, c'était une erreur. C'est là encore aussi de ceux qui nous guident. C'est-à-dire que ceux qui nous ont montré le chemin, ils nous disent, même dans le budget du Congo, on nous donne déjà des prévisions du pétrole qu'il faut faire de telle sorte que tel objet sera fourni sur des prétendues ventes de tel truc. Donc nous sommes dans un espoir qui, au jour d'aujourd'hui, qui sera encore dessus dans 5 ans, tout simplement parce que nous ne savons pas comment la conjoncture aujourd'hui, comment sera-t-elle d'ici une année, puisque déjà maintenant elle est désespérante, elle est inquiétante, et donc ce qui veut dire le projet, on peut bien faire des projets, on peut bien être optimiste en disant de l'économie au social, de l'éducation à la santé et tout le reste, aux 13 usines en attente, aux routes qui vont terminer, à tout à Dieu qui va arriver à Brazzaville et encore aux nouvelles nominations de tel truc, mais ça veut dire que ce n'est que du vent. Une fois de plus. Alors, moi, la question, la conjoncture internationale est morose. Comment on va trouver l'argent pour faire tout ça? Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai parlé de diversification. Si aujourd'hui, en France, nous savons très bien que non, la première ressource de la France, c'est la fiscalité. Au Congo, on peut mettre cette politique-là en place. Mais comment les gens vont payer? Il suffit juste d'organiser des services, de mettre des contrôles, de donner l'énergie, par exemple, aux gens. Et de faire de telle sorte que chaque Congolais qui bénéficie par exemple de l'électricité puisse payer de façon
ponctuel et que l'argent payé par M. Makosso puisse aller dans la caisse de l'État. Et ça va tourner comme un cycle. Ça sur un cycle, on va continuer à vivre jusqu'à ce que la situation, que le pétrole vienne encore nous booster. On peut le faire chez nous. On peut le faire. Alors, si aujourd'hui, on met l'électricité, on demande à tout Congolais, on va recenser à Bokwele, à, je sais pas, Kindamba, partout. On dit, vous avez l'électricité, vous payez. On essaie de donner des numéros matricules. Tout ce monde-là est vérifié à la lettre. On peut contrôler depuis Brazzaville qui prend l'électricité, qui ne prend pas. Et en fin de mois, tout ce monde paye. Vous pensez qu'on n'aura pas l'argent dans la caisse de l'État pour payer les fonctionnaires? On en aura. Alors, c'est aussi là un défi que ce gouvernement-là doit relever. Il faudrait qu'on organise ces services comme ça, qu'on mette des gens sérieux. Réorganiser la fiscalité. Réorganiser la fiscalité, mais avant de le réorganiser, il faudrait d'abord donner des vrais services aux gens. Pas comme ça fonctionne là. Il faudrait donner des vrais services. Là, que quelqu'un qui quitte chez lui, c'est-à-dire que tu sais, je me réveille à 9h, je me réveille à 9h, je sais que j'ai mon bus qui va passer. Donc je vais payer mon bus et l'argent que vous payez le bus comme c'est une compagnie, cette compagnie va payer des taxes et ainsi de suite. Même dans les 100 francs, les 200 que vous payez déjà le bus, il y a déjà la TVA dedans. Et vous voyez, mais l'économie fonctionne. Alors, quand nous prenons, Monsieur Makosso, quand nous prenons le petit ticket du bus qu'on nous donne, quand vous lisez, vous allez voir qu'il y a la TVA que nous payons. Mais c'est ce qui permet à ce que nous puissions bénéficier de l'eau chaude, de l'énergie, de l'électricité, des routes bitumées. Donc c'est pas seulement le pétrole. Quand les gens pensent que non, parce que les cours sont en baisse, que rien ne va. Je suis tenté par une question. Au regard du développement que vient de faire. On a donné la parole. Monsieur Alpha n'est pas allergique à la fiscalité. Je ne veux pas. Effectivement, quand je reviendrai, vous allez encore dire c'est quoi la fiscalité au Congo-Brazzaville, et particulièrement en Afrique. Moi, je trouve ça... Bon, ce n'est pas une mauvaise idée, puisque les services là existent. Ça existe avant même que vous et nous... Voilà, à quoi sert la douane? À quoi sert la douane? C'est pour tout ça. Mais moi, je reviens sur la parole du président de la République. Mais la douane, c'est aussi la fiscalité, mais pas. Mais c'est ce que j'ai dit là. Ah, ben oui. Ça existe, puisque vous le démontrez comme si cela n'existe pas. Je dis que ça existe. Je parle maintenant, il faut perfectionner. Donc, je reviens sur un peu le discours du président de la République de l'époque sur Sassou 1. Sassou 1 disait, si j'ai bonne mémoire, il disait « Le pétrole n'est pas une manne éternelle. Il ne suffit pas de dormir dans son oreiller et de penser qu'on a du pétrole, il faut dormir. » Il y avait une idée comme ça. La chance du Congo, c'est d'avoir une terre fertile depuis la côte jusqu'à l'intérieur du pays. Nous avons l'eau, nous avons le bois, nous avons la terre. On peut développer notre économie. Donc, je reviens sur ça. Il a toujours été là. Mais par contre, donc, ça veut dire qu'en gros, il a fait le contraire. Pourtant, ça existe. Alors, c'était à cette époque-là. On avait échoué toujours à cause de ce pétrole. Enfin, merci. Là, je suis d'avis avec vous. Bien. Je viens pour dire que je suis d'avis avec vous, puisqu'on avait déjà... Normalement, on devait corriger ces erreurs-là depuis très longtemps. Sur le pétrole, on aurait toujours un raisonnement redondant. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous rend paresseux? C'est justement ce pétrole qui nous rend paresseux. Ben non. Regardons les pays du Sahel, les pays qui n'ont pas de pétrole, les pays qui sont... Nous pratiquons l'élevage. Pour avoir des semences, il faut aller chercher dans les pays du Sahel, comme le Sénégal, comme le Burkina Faso. Mais ce n'est pas possible. Donc, c'est parce que justement, nous sommes paresseux. Alors que nous ne sommes pas paresseux. Non, nous ne sommes pas paresseux. Mais attendez, ça c'est mon point de vue. Si on n'était pas paresseux, on n'allait pas être sur le débat à ce moment-là. Est-ce que nous cultivons l'agriculture aujourd'hui? Qui a tué l'agriculture? Eh bien voilà. Donc, non, c'est pas que nous cultivons. Qui a tué l'agriculture? Mais voilà pourquoi nous disons que nous sommes paresseux. Qui a tué l'agriculture? Vous pouvez prendre votre initiative personnelle pour faire l'agriculture. Est-ce que vous avez un jardin à côté de vous? Non. Ben non. Eh ben voilà, monsieur, vous n'allez pas me dire. Vous savez, nous venons du même pays. Dans ce pays où on a vu, dans le pool, ils étaient spécialisés dans le safou. Enfin, je vais prendre ça. Oui. On voit que dans la Bouenza, moi, pour d'y être allé, j'ai vu qu'ils étaient spécialisés dans ce qu'on appelle la pâte d'arachide. On a vu aussi que l'élevage se développait dans la pâte d'arachide. Moi, j'ai vu, en même temps, à la gare de Bouenza, des tonnes et des tonnes de bananes. Je vous parle là, nous sommes en 92. Oui. Monsieur. Des choses ont changé aujourd'hui. Oui, en plus, donc ça veut dire ceci. Ça ne poserait plus de problème. Or, ce qui veut dire que nous avons la route Brazzaville-Pointe-Noire, mais il y a une seule chose qui a disparu. Il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y a plus d'éleveurs, il n'y a plus de... Pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce que le gouvernement n'a pas stimulé. N'a pas... mais le gouvernement n'a pas stimulé. Mais monsieur, c'est son rôle. C'est le rôle du gouvernement de stimuler, de mettre en place ce qu'on appelle des plans d'action attractifs qui feront que, qu'on nous dise quoi, pour être travailleur comme votre définition, c'est d'être licencié. On peut dire aussi que Monsieur je peux faire tel truc, on peut faire tel truc. J'ai mangé l'arachide de la Bouenza, le safou du pôle, comme vous l'avez dit. Voilà, mais sauf que vous oubliez
Vous oubliez une chose. Le problème, sauf que à cette époque-là, en 92, comme vous l'avez dit, le Congo n'avait pas 4 millions d'habitants. Le Congo n'avait pas des routes qui passaient partout. Mais aujourd'hui, quand vous parlez des agriculteurs de cette époque, est-ce que c'est l'État qui leur donnait des moyens? Non, c'était des paysans qui cultivaient. Et vu qu'il n'y avait pas assez de population, on pensait qu'il y avait assez de safou, il y avait assez d'arachide. Non, faux. Non. Mais dites-moi, si vous me démontrez que non... Donnez-moi 2 minutes, je vous demande. Non, on ne va pas rentrer... Mais non, mais si, il ne peut pas venir me dire que nous étions dans une agriculture traditionnelle. Non. J'espère que le nouveau ministre de l'Agriculture, M. Henri Nzombo, qui est là depuis les années 70, vous entendra, puisque lui-même étant d'abord au développement durable, a dû faire des grandes choses pour qu'il soit aujourd'hui à l'agriculture et à la pêche. Et je pense que les choses iront mieux avec toute l'énergie qu'il aura dépensée durant ces 5 ans, afin de pouvoir donner de la valeur à cette agriculture congolaise et de valoriser l'expertise congolaise. Monsieur, si je peux me permettre une boutade sur les propos ô combien véhéments et puis naturellement bien conseillés de la chose agricole au Congo, si ce nouveau ministre n'entend pas... C'est pas un nouveau... mais alors, donc dans la rupture... C'est un nouveau ministre dans une nouvelle république. C'est un nouveau ministre dans une nouvelle république. Voilà, donc dans l'optique de cette fameuse rupture, il doit être limogé, hein, et on va dire illico presto, quoi. Il faut qu'ils tiennent compte, ils prennent enseignement de Monsieur, on arrive à la faire rapidement. Voilà, on a bien compris que le gouvernement veut d'abord travailler, hein, il vient juste d'arriver, il est tout frais, ils vont prendre leur poste d'ici là, sauf pour certains qui sont dans ces postes-là depuis des années, donc ça ne changera pas. Inès Bomiango, déjà. On a commencé avec vous, mais on va aussi vous donner la parole. Alors, déjà pour vous, qu'est-ce que vous pouvez souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut dire désormais? Le Congo est bien parti, tout en sachant quand même qu'on a toujours l'épine du poule qui est là. Est-ce que le gouvernement aura le temps de travailler normalement pour mettre en place politique? On ne sait pas. Comment est-ce que vous prévoyez les choses dans les 100 jours? Tiens, ça peut aussi être bien, comme ça dans 100 jours, si nous sommes encore là, on reviendra ici, monsieur, pour faire déjà dans 100 jours, on avait pensé qu'il ferait ça, et finalement, on en est encore là. Alors, le gouvernement est bien parti, sans pourtant que un premier conseil de ministres soit tenu, sans pourtant que la feuille de route de chaque département ministériel ne nous soit dévoilée. Ça serait trop dit pour moi. Voilà. Et moi, je pense que pour répondre à cette question, je voudrais bien attendre de voir d'abord quelle sera la feuille de route que le président de la République donnerait à le Premier ministre, parce que je suis désolé, on n'est pas encore dans cet esprit de la vieille République. C'est normal, on est à la frontière, nous ne sommes pas encore éloignés de la frontière. Voilà. Donc du coup, la feuille de route que le Premier ministre donnerait aux différents membres du gouvernement pour essayer un peu de travailler, et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourrait dire si ce gouvernement est bien parti. Mais par rapport aux personnes qui ont été choisies, la nouvelle équipe qui est rentrée, moi je pense que je suis optimiste, je pense qu'ils pourront faire quelque chose. Voilà. Arsène Poitier, dans les 100 jours, vous attendiez à quoi? Rien. Alors, rien. Pourquoi mais non, rien, vous donnez la parole à monsieur. C'est pas si. Mais mieux vaut dire rien. Et puis je savais pas qu'il était, il était membre, il était modérateur à Zena TV. Mais sire, pourquoi je dis rien? Pourquoi je dis rien? Parce que lors du débat, on a bien compris aujourd'hui, nous sommes tous d'accord aujourd'hui que nous avons un gouvernement qui va travailler, mais nous manquons de fondement. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous manquons ce qu'on appelle des process ne sont même pas définis. C'est-à-dire que vous allez avoir le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui va prendre ses fonctions, mais on ne sait même pas qu'est-ce qu'elle va hériter et où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va faire. On va avoir aussi d'autres ministères. Mais il y a beaucoup de choses qui ne manquent pas. Ce qui serait conscient, ce qui serait heureux, c'est de faire tout simplement d'abord des états généreux de l'état, de la question étatique. À ce moment-là, on va dire, voilà ce qui manque. On est en 2014, là. On est en 2014, monsieur. Mais j'ai fini. Je vous ramène en 2014. Je vous ramène, pourquoi? Si je prends ce que vous avez dit. 2 ans presque en arrière. On vous a demandé dans les 100 jours. Mais sire, il avait dit rien. Je prends en compte que, entre tout ce qui a été dit, et on a bien compris ici la difficulté qu'on a eue pour définir la notion de rupture, la difficulté qu'on a eue pour définir la notion du chômage, vous comprenez que dans ce jour, nous n'aurons rien. Voilà, mais il fallait le dire plus tôt, Arsène Poitier. Voilà. Entendu, pour ne rien entendre, finalement. Donc j'avais raison, je n'étais pas modérateur à TV. Alexis Passy, dans les 100 jours, déjà, ce qu'il faut se donner 100 jours, vous attendez à quoi? En 32 ans de pouvoir de Sassou Nguesso, si
Clément Mwamba est l'homme de la situation pour ne serait-ce que lui permettre de redorer son blason. Quand je dis lui, le président qui l'a nommé, puisqu'il n'a pas été, voilà, qui l'a choisi, pour ainsi dire, eh ben, je lui souhaite bon vent. Mais tant je suis assez lucide pour comprendre que économiquement, ça ne va pas être facile, et ce d'autant plus que, je pèse mes mots, qui n'a pas les mains véritablement libres. Monsieur Onfa, vous avez la lourde responsabilité de nous dire quelque chose. Hein, dans les 100 jours, vous voyez comment ce gouvernement, comment les choses vont se passer pour vous? 100 jours, c'est la limite qui est donnée. Depuis ici, on parle de 100 jours. Est-ce que chez nous, il faut parler directement de 100 jours? Alors, 300, comme ça, maintenant, on a un peu plus de temps, plus que chez nous, si je peux me baser sur les 100 jours, oui. Je crois, à mon avis, le gouvernement doit mettre strictement l'accent sur la situation de la jeunesse. La situation de la jeunesse. Comment faire pour recruter ces jeunes-là? Or, ici, nous avons débattu sur la question de l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut former les jeunes dans les 100 jours pour qu'ils occupent les emplois en perspective qui sont là, disponibles? Parce qu'il y a 15 usines qui sont en construction. Donc voilà, le grand problème, c'est celui-là. Comment faire pour utiliser ces jeunes-là dès les 100 jours? Il faut commencer par satisfaire les jeunes, la jeunesse. Si on ne satisfait pas la jeunesse, il vous a dit, c'est un échec total. Dans les 100 jours, il faut que certaines bases soient posées pour la question de la jeunesse, pour essayer un peu de voir en perspective ce que ça peut donner. Donc 100 jours, pose les bases, et puis après, on verra ce que ça va donner. Parce qu'en 100 jours, on ne peut pas résoudre toutes les questions sociales et économiques qui préoccupent le gouvernement et la société actuelle. Au moins, dans les 100 jours, nous aurons les bases. Messieurs, merci d'avoir participé à ce premier débat, je ne sais pas un débat, mais à cette émission Question d'actu sur le nouveau gouvernement et son Premier ministre. On verra très bien dans les 100 jours, si nous reviendrons aussi, mais enfin on aura le temps aussi avec vous, dans les jours qui viennent, de voir déjà après leur installation, après leur feuille de route, se reposer peut-être pas les mêmes questions, mais voir comment ces hommes et ces femmes vont travailler en faveur et pour les Congolais. Encore merci pour votre disponibilité, Inès Bomiango. Fortuna Onfa, encore merci. Arsène Poitier, Alexis Passy. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi ce spécial Question d'actu sur le nouveau gouvernement congolais. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci à Noko Kumunga Koso pour les images. Merci à vous. De plus en plus nombreux à suivre Zana TV. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir.